épidémiologie, c'est dur à dire, hein. Est-ce que, d'après vous, il y a des données probantes qui pouvaient soutenir l'introduction du pass vaccinal en décembre dernier? Une autre question, parce que je crois que vous n'avez pas parlé du tout dans votre intervention. Est-ce qu'on peut, d'après vous, isoler l'impact du pass vaccinal sur la vaccination? Parce que, enfin, moi, il me semble que le pass sanitaire comme le pass vaccinal, c'était pour éviter la vaccination obligatoire et pour booster et inciter à la vaccination. Est-ce qu'on peut isoler l'impact du pass vaccinal et sur la vaccination et sur la maîtrise de l'épidémie? Et puis, une troisième question, après mes collègues, je pense, compléteront. Le pass vaccinal a été instauré au mois de décembre, alors qu'on était en vague Delta. On avait quelques cas Omicron. Maintenant, il me semble que c'est confirmé, Omicron est plus contagieux, mais bien moins virulent que Delta. On parle d'un sous-variant Omicron. Est-ce que le pass vaccinal est toujours pertinent sur un plan sanitaire? Alors, merci pour toutes ces questions. Alors, vous me posiez la question du rationnel scientifique et est-ce qu'il y a des données probantes sur l'efficacité d'un pass? On peut déjà s'interroger sur le pass sanitaire. À ma connaissance, il n'existe aucune étude de bonne qualité avec un fort niveau de preuve au regard de l'intervention qui s'applique en population générale. Il n'existe à ma connaissance aucune étude de bonne qualité qui démontre une quelconque efficacité de ce pass sanitaire. Alors, je vais développer après sur les effets potentiellement positifs qu'il a pu avoir en termes de couverture vaccinale, même s'il n'a pas forcément ciblé la population la plus à risque. On va y revenir. En tout cas, ce qui a visiblement contribué à la mise en place de ce pass, ce sont notamment des modélisations, donc ces fameuses modélisations, notamment une modélisation qui a été faite, donc ça c'est un avis du Conseil scientifique du 6 juillet 2021, je cite, « Ces modélisations sont faites avec l'hypothèse que les vaccins réduisent le risque d'hospitalisation de 95%, le risque d'infection de 80% et le risque de transmission en cas d'affection de 50%. » Donc ça, c'est le conseil scientifique du 7 juillet. Alors déjà, je pense qu'il est très important de préciser que les données dont nous disposons, je pense au vaccin Comirnaty de Pfizer, qui est donc le vaccin le plus largement distribué, il est important de préciser que le critère de jugement principal dans les essais cliniques randomisés ne portait pas sur le risque d'hospitalisation ou sur le risque ou sur la capacité ou non du vaccin à bloquer la transmission. Le critère de jugement principal dans les essais Pfizer était le nombre d'infections symptomatiques confirmées par un PCR positif. Donc, on n'avait pas du tout d'informations, ce n'était pas l'outcome, ce n'était pas le critère de jugement principal, à savoir l'effet du vaccin sur la prévention des formes graves, sur la diminution du risque d'hospitalisation ou sur la diminution du risque de décès. Donc, ce sont des données qui ne sont d'ailleurs toujours pas disponibles au regard de ce produit-là et au regard des essais cliniques randomisés. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Je précise que les données observationnelles en vie réelle confirment un impact positif de la vaccination chez les personnes à risque en termes de prévention de formes graves et de mortalité. J'insiste vraiment sur chez les personnes à risque, c'est un élément qui est très important. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire les datas, enfin ce qui a été mis dans le modèle du conseil scientifique, donc je ne sais pas exactement sur quelle base. En tout cas, les données de vie réelle émanant des études observationnelles américaines produites à la même époque sur Delta sont complètement discordantes avec ces hypothèses. On avait une étude par appariement de la Mayo Clinic qui retrouvait une efficacité vaccinale de 42% pour Pfizer sur les infections, qui était le critère de jugement principal de l'essai clinique randomisé en juillet 2020. Alors même que Delta n'avait pas encore complètement remplacé les souches précédentes. Et on avait un rapport du CDC qui retrouvait des charges virales équivalentes chez les personnes en situation d'échec vaccinal avec Delta en comparaison des non-vaccinés. Donc ça, c'est donc déjà pour préciser que voilà, les modélisations sont susceptibles à de nombreux biais et qu'il n'existe donc pas de données probantes sur l'efficacité du pass puisque c'était quand même un des premiers arguments qui avait été mis en avant pour justifier de la mise en place d'un pass vaccinal, qui était la sécurisation des lieux, voire même la sanctuarisation des lieux, si ma mémoire est bonne. Donc ça, ce sont effectivement disons que l'impact positif du vaccin sur la diminution de la contamination et de la propagation ne faisait pas partie des critères de jugement principaux des essais cliniques randomisés de Pfizer. Et on a bien vu d'ailleurs l'échec
de ces dispositifs au regard des contaminations dans les lieux qui demandaient aussi le pass. On a eu de nombreux clusters, ça c'est l'étude Comcore de l'Institut Pasteur, sur la période du 23 mai au 13 août 2021, qui retrouvait plus de 90% de contamination dans les bars et 240% dans les boîtes de nuit. Donc on voit bien déjà que sur la sanctuarisation des lieux, cela questionne. Alors, un autre argument était sur le fait de favoriser l'incitation, d'encourager à la vaccination. Donc ça, effectivement, notamment avec le pass sanitaire, on a noté une augmentation de la couverture vaccinale. Mais encore une fois, l'important est quand même la prévention des formes graves ou létales de Covid-19, notamment chez les personnes à risque, puisque c'est ce que retrouvent les données observationnelles en vie réelle. Là, on voit que malheureusement, on a eu un échec concernant les populations les plus vulnérables. Je précise que la France présente l'une des couvertures vaccinales chez les plus de 80 ans les plus basses d'Europe de l'Ouest, et que des pays comme par exemple l'Irlande, qui n'ont pas mis en place de pass sanitaire ou vaccinal, présentent 100% de couverture vaccinale chez les plus de 70 ans. Un pays comme la Finlande présente une couverture vaccinale de 94% chez les plus de 80 ans, et le Portugal, 100% des personnes âgées vaccinées avant même la mise en place d'un pass qui était au 1er décembre 2021. Pareil pour le Danemark, qui avait déjà des très bons taux, 100% chez les plus de 80 ans. Ça, c'est les données de l'ECDC, European Center of Control Disease. Donc voilà, donc on voit bien que finalement, l'intérêt majeur, c'est quand même d'augmenter la couverture vaccinale chez les personnes à risque, qui sont donc celles qui présentent des comorbidités, notamment le surpoids et l'obésité, ou qui sont âgées. Et là, on voit que finalement, cela n'a pas forcément eu l'effet escompté. Donc finalement, si la vaccination présente un bon bénéfice individuel pour les personnes à risque, en termes de bénéfices collectifs sur la dynamique infectieuse, on peut vraiment s'interroger. Un autre argument était aussi qu'il fallait réduire la saturation des hôpitaux via le pass. Encore une fois, ce ne sont pas les patients non vaccinés qui conduisent aux déprogrammations. C'est un rapport de la PHP, un rapport interne qui a été publié, et qui retrouve que finalement la plupart des déprogrammations sont liées à des postes vacants au bloc opératoire, liés au départ majeur, notamment d'infirmières. Donc ça, je pense que cela doit être souligné. On a une étude qui a été publiée par le Conseil d'analyse économique qui considère que 4000 morts auraient été évitées grâce au pass. Alors peut-être juste quelques mots sur cette étude. Je pense qu'il est important de préciser qu'il y a quand même des liens d'intérêt de certains auteurs dans cette étude, qui sont donc jugés partis, puisque certains, un en particulier est membre du conseil scientifique. Je ne remets pas du tout en cause l'expertise, je parle juste que dit que ces résultats doivent être donc interprétés avec précaution au regard de l'absence d'indépendance. On ne peut pas être jugé parti. Ensuite, ce n'est pas le pass qui évite les décès, encore une fois, c'est la vaccination. Et bien sûr, le pass ne peut pas être évalué versus rien, ce qui est souvent fait dans ces études-là. C'est pas soit le pass, soit aucune intervention de santé publique. Il y a toute une myriade d'interventions qui sont possibles, notamment cibler la vaccination chez les plus fragiles, aller vers, se déplacer en zone rurale chez les personnes âgées, chez les personnes qui sont moins connectées, puisque ce que l'on a observé aussi, c'est notamment avec le pass vaccinal, qui a effectivement abouti à environ 800 000 primo-infections, mais pas du tout chez les personnes les plus à risque. Donc encore une fois, inciter les plus jeunes, qui ne sont pas ceux qui sont le plus à risque de formes graves ou létales de Covid-19, peut s'avérer contre-productif à la fois en termes de disponibilité et d'accès pour les personnes qui, elles, auraient vraiment besoin de doses. Tout le monde n'est pas non plus connecté et ne peut pas se connecter facilement à des plateformes en ligne. Donc là, on note finalement quelque part un échec de l'aller vers et d'une approche plus proportionnée de cette vaccination vers les personnes les plus à risque. Donc il me semble en tout cas qu'au regard du niveau de preuve insuffisant concernant l'implémentation de ce pass en population générale, il devrait vraiment être interrogé, sachant qu'il n'est pas dénué de dommages collatéraux sur lesquels l'OMS alertait déjà dans un document, une note d'intention aux politiques d'ailleurs, qui pointait tous les caveats, toutes les mises en garde d'une obligation vaccinale pour la Covid. Donc c'est un document d'avril 2021 de l'OMS, et ils insistaient notamment sur
la perte de confiance d'une partie de la population à l'égard des scientifiques, également des politiques, et le risque d'abîmer le contrat social. Et il pointait également le risque de baisse de confiance dans toute intervention de santé publique, quelle qu'elle soit, et notamment dans les politiques de vaccination autres que la Covid. Et je rappelle que l'hésitation vaccinale constitue pour l'OMS l'une des principales menaces pour la santé publique. Et donc, le pass, en fait, augmente, en tout cas, c'est une étude de l'INSERM qui a été publiée dans Nature Medicine, semble augmenter l'hésitation vaccinale des personnes qui ont été vaccinées, alors même qu'elles se seraient potentiellement fait vacciner, même sans ce dispositif. Donc, il me semble qu'au regard des données disponibles et de l'impact potentiellement négatif de ce dispositif, je rappelle qu'on demande le pass pour rentrer à l'hôpital, qu'on demande le pass pour rentrer dans les PMI ou les plannings familiaux. Donc là, on a quand même une discrétion. Ah si, je l'ai expérimenté. Moi-même, en allant à l'hôpital, on m'a demandé mon pass. Et si je... Ouais, pass sanitaire. Donc, non, j'y suis. Alors peut-être que ça... Écoutez, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. En tant que patient ou malade, on ne demande rien. Par contre, si c'est un visiteur, oui. Alors voilà, moi, écoutez, c'est une très bonne nouvelle puisque, à mon sens, je parle de mon expérience personnelle. On m'a vraiment, je ne pouvais pas rentrer ailleurs qu'aux urgences si je ne présentais pas un pass, et je parle d'un hôpital public de la PHP. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui, en tant que médecin, m'a profondément choquée. Je rappelle quand même dans le serment d'Hippocrate que j'ai prêté serment aujourd'hui à vos côtés, et vous verrez toute la rigueur des données que je présente. J'attends d'ailleurs une contradiction sur le fond avec grand plaisir, mais j'ai prêté aussi serment auprès de mes pairs et auprès de moi-même lorsque j'ai été admise dans le cercle des médecins. Et je rappelle qu'une des premières phrases de ce serment d'Hippocrate est la suivante: je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Et je précise vraiment, je n'ai pas pu rentrer, je ne pouvais pas, j'avais un pass, moi j'ai un pass, mais si je ne le présentais pas, je ne pouvais pas rentrer ailleurs qu'aux urgences.